Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions du Sonneur, présentent Vie de Monsieur Legat de Nicolas Cavaillès, interprété par Stéphanie Tesson. La sagesse de l'arbre, naître et mourir au même endroit, est étrangère à l'humain. Peut-être celle ou celui qui planta, s'ils le furent, les 2 platanes du Molard, le fit-il pour leur donner procuration, craignant pour soi-même un exil que 1000 raisons pouvaient occasionner, un mariage, la tentation du voyage ou quelque révocation. On ne choisit guère plus l'endroit où l'on meurt que celui où l'on est. Certains destins s'amusent de clins d'œil et autres déjà vus plus ou moins mélancoliques, mais la mort n'entre pas dans ce type de divertissement. Elle nie les symboles, se moque des calendriers, ne distingue aucun lieu d'un autre, et vous cueille où que vous soyez, quelle que soit l'heure. Sauf exceptions exotiques, car il est dans les mangroves des palétuviers qui avancent, les arbres méprisent nos préoccupations de créatures mobiles, voire frénétiques, et quittent cette terre à l'endroit même où ils ont germé, s'ils la quittent jamais. Les 2 platanes du Molard témoignent de la légèreté des siècles et d'une éternité potentielle. Peut-être aussi ne s'agit-il que d'un seul arbre. Leur forme jumelle laisse imaginer dans le déploiement de leurs racines de nombreuses rencontres, des frôlements, des fusions récentes ou primordiales. La Vesle s'écoule en contrebas de leurs collines, dans le creux des champs et des prairies, fraîche et fine, sombre et tranquille, indifférente aux moulins. Parallèle à la rivière, sur la grande place du village, l'église blanche au clocher rose foncé arrête devant elle la corolle du cimetière sauvage qui l'entoure. Elle dresse ses arcades romanes et retombe en galonnière de bois. La petite Catherine au-dessus du porche et le Jean-Baptiste du blason interne sur la clé de voûte parlent comme au temps d'avant l'invention des mots. 4 bêtes soutiennent la nef en cul de lampe. Il y a par la campagne quelques nobles fermes de pisés disséminées, solidement allongées sur l'argile et reliées par des chemins sans fin que l'hiver et le sol marécageux rendent impraticables. C'est là, à Saint-Jean-des-Aventures, ancien Chavagnat, que François voit le jour en 1638, fils d'Anne Dumont et d'Abraham Legat, avocat au bailliage de Bresse, et frère de Suzanne et de Mathieu. Suzanne épouse Jérémie Perret, juge des appellations du comté en 1659. À la mort d'Abraham en 1664, le cadet François hérite aux dépens de Mathieu, handicapé, du domaine du père, au lieu dit Sauzet, dans le village de Bai, situé au sud de Saint-Jean-des-Aventures, de l'autre côté de Pont-de-Vesle. L'usufruit de la propriété de Saint-Jean lui échoit aussi, et la charge de veiller sur son frère. François vaque aux activités de la seigneurie, robuste fief à maison forte, au-dessus de laquelle il est écrit « Espoir en Dieu seul ». Gentilhomme campagnard, il collabore avec les grangiers de Sauzet, les meuniers de la Vesle et les pasteurs de Mâcon, de Saint-Cyr-sur-Menthon, de Pont-de-Vesle. Tout protestant qu'il soit, il est anobli en 1671. Il a vu en 1663 l'interdiction du culte réformé à Pont-de-Vesle, qui a jeté la moitié du bourg dans l'illégalité, et le débordement de la Vesle en 1664, cause de nombreuses noyades et de plus de morts encore que la foudre. La peste passe tous les 3-4 ans, et la famine, la taille, la dîme et la gabelle rôdent. Dans ces années-là aussi, la région s'horrifie de compter un assassinat par an. Prise à la maison de Savoie en 1601 par Henri IV, ce grand Henri,
La Bresse, sous Louis XIV, est tiraillée et les persécutions encore silencieuses s'intensifient. Quand les ritualistes couvrent de bruit domestique les prêches calvinistes, leurs adversaires faufilent leur vengeance dans les fentes des chapelles et urinent par là en plein office catholique. Leurs cimetières confisqués, les cadavres des protestants dorment souvent leur sommeil éternel parmi la boue et les charognes des bêtes. En 1685, on entend chanter de par la Bresse « Que ferez-vous pauvres gno, no voulez tartu ben panneau, sans ministre et sans Élise Robin, et ben tous en chemise, vous m'entendez ben, vous m'entendez ben. Si vous ne vous convertissez pas, on vous accablera des mots, des sedars et de taille au bain, adieu pauvre canaille, vous m'entendez ben, vous m'entendez ben. » L'édit de Fontainebleau révoque celui de Nantes, la chasse à l'homme s'emballe, et le XVIIe siècle achève d'être celui des deuils innombrables et de la plus brève espérance de vie. Un chrétien sur cette terre n'est jamais vivant, dit Bossuet. Mais l'heure est aux querelles séculières, et Bossuet lui-même sacrifie aux traîtres, aux égarés, aux ennemis, délaissant les profondeurs des discours funèbres pour gratter le long papier des chicanes théologiques. L'un est François, protestant, Bressan. L'autre, Jacques Bénigne, catholique, bourguignon. La chrétienté a beau les couvrir d'un même habit noir, couleur mortifiante qui sied le mieux au corps humain, papiste ou huguenot, il faut beaucoup d'ironie, de détresse ou de dragonnade pour passer d'un camp à l'autre, d'une identité à l'autre. Une princesse palatine dira plus tard, lorsque l'heure de la mort a sonné pour quelqu'un, tous ceux qui l'entourent sont frappés d'aveuglement et le mènent à sa perte. Peut-être en va-t-il ainsi au premier tintement de cloche funeste de la fin du grand siècle, quand une moitié de la France a raison de l'autre. Autour de la Velle, on détruit les derniers temples, on menace les derniers pasteurs. Malgré l'interdiction de quitter la France, les protestants de Bresse s'enfuient massivement en 1687 et 1688 vers la Suisse ou la Prusse. François Legat doit s'y résoudre lui aussi, après avoir enduré 4 années sans liberté. Il laisse son domaine en fermage à son beau-frère et gagne la Hollande le 6 août 1689. On ne lui sait pas d'épouse ni d'enfant. Sa vie jusqu'ici pourrait se résumer à son travail et à sa foi, à la Bresse et au Bressan. Il part seul parmi les derniers. On l'imagine sans affaires, que de l'amertume, sans projet, que l'énergie de la marche, le réflexe de l'errance. S'il prête assez l'oreille pour entendre la séduisante musique des mœurs dégagées et des autres vies possibles qui l'attirent à Amsterdam, il s'y rend par défaut. Quoi qu'il en soit, où qu'il aille, il a tout perdu. C'est en Hollande, dès lors, qu'il y a trop de protestants. On en envoie dans les îles à diverses fins économiques ou philosophiques, impérialistes ou utopiques. L'Éden pourrait constituer un marché d'avenir. François Legat est tellement libre qu'il peut faire n'importe quoi, y compris coloniser une île dans l'océan Indien. Est-il jamais monté sur un bateau ? À plus de 50 ans, délivré du souci d'avoir une vie, il peut bien aller mourir à l'autre bout du monde, vomir 5 décennies de terre ferme dans les flots de l'Atlantique, sculpter les poutres d'un temple de fortune sur un rocher désert battu par les vents pour être le premier locataire du cimetière attenant, observer la faune et la flore que Dieu a jusqu'ici protégées de la main de l'homme, s'empoisonner d'un fruit neuf, perdre une lutte féroce avec un sanglier sans nom, ou bien se noyer, ici ou là, renversé avec son navire par la houle et la tempête, emporté par une vague alors qu'il contemple l'horizon bleu, la lune rousse. Le but ultime en cette vie, le seul, est de faciliter le départ. Soit que l'on se dise avoir bien ou assez vécu, soit que l'on soit certain de ne plus avoir rien à attendre ni à accomplir ici-bas, l'essentiel en ce monde se réduit à lever le plus d'obstacles possible pour en sortir.
À peine arrivé à Amsterdam, le gars entend parler d'un projet de communauté sur l'île Bourbon, conçu par un calviniste exilé, Henri Duquesne, pour d'autres exilés que rien n'attache au refuge hollandais. Le gars est libre et nu comme un poète. Il veut bien voyager, achever le... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.